Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Lorraine Pintal et Bernard Saunier qui viennent nous parler d'un événement théâtral qui se nomme le Banquet de la mémoire. On aura plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso allongé, le projet Calico. En début de deuxième demi, notre collaboratrice Isabelle Provencher vient nous expliquer la dyslexie. Alors tout ça dans le menu de Folie douce de cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Vincent Vallière et la chanson s'intitule Bad Luck. Bienvenue à Folie douce. Vous écoutez l'émission Folie douce qui vous informe sur la santé mentale depuis 25 ans. C'est avec plaisir que j'accueille mes invités qui sont Mme Lorraine Pintal, directrice du TNM. Alors bonjour Mme Pintal. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Et j'ai en studio ici Bernard Saunier, notre collaborateur de longue date. Bonjour Bernard. Salut. On va parler ensemble d'un événement qui est fort intéressant, qui s'intitule le Banquet de la mémoire, un événement théâtral. Puis je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse avoir à la fois un des participants qui est Bernard et la metteur en scène qui est vous, Mme Pintal. Donc, expliquez-moi donc un peu, peut-être, en commençant cet entretien, qu'est-ce que c'est justement le Banquet de la mémoire? Le Banquet de la mémoire, cette année, a été inspiré par le thème que nous avons proposé aux participants pour leur permettre d'écrire leur propre texte. C'est intéressant d'arriver avec un thème, surtout celui de la mémoire, parce que, entre autres, il y a la mémoire perdue, bien sûr, mais il y a la mémoire collective, il y a la mémoire intime, il y a des souvenirs qu'on oublie, il y a le cerveau qui s'absente pendant quelque temps, et ça a permis à tous les artistes apprentis, écrivains, dont fait partie Bernard d'ailleurs, qui est un magnifique écrivain, ça a permis à tous ces gens-là, en collectif, de ressasser quelques réminiscences de leur passé, mais en même temps de se projeter aussi dans un avenir où la mémoire prend une autre tournure, une autre forme. Et je dois dire que à la lecture de tous les textes que j'ai reçus, j'avais à peu près 125 pages de textes, je suis assez admirative devant l'immense travail que tous les gens ont accompli, et ça donne un objet rare, un objet inusité qui et c'est théâtral, c'est vrai, mais c'est aussi chorégraphié et c'est aussi chanté parce que le band des impatients fait partie de l'aventure. Alors, c'est multidisciplinaire, je dirais. Ce sont des spectacles, en général, qui sortent complètement de l'ordinaire, sortent des sentiers battus. Pourquoi, comme directrice du théâtre du Nouveau Monde, vous vous êtes impliquée dans un événement comme ça? On sait que le théâtre, quand même, il y a des fois des types de théâtre, justement, qui sortent de l'ordinaire, tout ça, puis vous semblez quand même audacieuse en termes de dans ce que vous avez pu produire ou vous-même peut-être participer, mais pourquoi vous êtes impliqué justement dans un projet comme ça? Moi, mon implication avec le Théâtre du Nouveau Monde et, entre autres, les impatients remonte à plus de 20 ans. Et la cause de la santé mentale a toujours été une cause très importante pour moi à défendre, de manière à ce que on arrive à défaire les tabous, à abolir les frontières, changer les mentalités, parce que la différence, elle est très peu palpable, en fait. C'est par le théâtre, grâce au théâtre, on arrive à trouver un langage commun qui fait qu'on est tous sur un pied d'égalité face à nos angoisses, face à nos problèmes, face à nos rêves, face à nos ambitions. Et personnellement, je trouvais très important de m'impliquer dans ce type d'expérience. Et je dois dire qu'à certains moments, en répétition ou même le soir même du spectacle, la joie et la fierté que je ressens face au travail accompli peut parfois même dépasser cette joie et cette fierté que je ressens lorsque je mets en scène des spectacles sur des scènes théâtrales. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est un projet qui me stimule, qui me change, me transforme, et je crois que le public qui est dans la salle ce soir-là sort aussi complètement transformé en abolissant des tabous et en ayant une toute autre vision de ce que c'est la santé mentale. On a aussi le théâtre aphasique, donc c'est pas la santé mentale, mais des gens qui atteints de maladies cardiovasculaires, d'ACV, se sont retrouvés du jour au lendemain privés de moyens, d'un moyen aussi simple que la parole. Et la cohabitation des patients de l'Institution de santé mentale, des impatients et du théâtre aphasique, ça crée un choc
et donc la mémoire et le lien invisible et que l'on va rendre visible sur scène, qui lie tous ces cerveaux réunis sur la scène de l'Institut en santé mentale. Et justement, parlons à un participant, le présenté tout à l'heure, Bernard Saunier, donc de longue date. Qu'est-ce que ça te fait, Bernard, de participer? Moi, ce que je tiens à dire, c'est que je trouve... je sais pas si je dis Madame Pintal ou Lorraine. Ah, tu dis Lorraine! Je trouve Lorraine courageuse puis forte de lire je parle pas nécessairement de mon texte, mais de tous ces textes-là, de mettre ça en forme, je la trouve forte. Puis moi, on a eu une répétition où j'ai eu à lire qu'est-ce que j'avais écrit. Puis j'en suis pas sorti indemne. Ça a brassé des choses. Ça a brassé des choses. Je sais pas si ça fait ça pour les autres. Mais moi, ça a fait ça. Parce que vous êtes quand même 10 ou 15, je pense, participants. 14. 14, c'est ça. Oui, c'est une grosse cohorte cette année quand même. Elle est imposante. Tous des gens qui ont... Bernard a raison de le dire. Premièrement, Bernard a un réel talent d'écriture. Oui, c'est vrai. L'année dernière, la majorité de ses textes ont été retenus. Cette année, il y en a aussi beaucoup. Il a une singularité. Son monde à lui, c'est un monde personnel. Il a une manière d'écrire, une rythmique, le choix des mots. C'est assez cru parfois, c'est direct, c'est douloureux aussi. Moi, j'ai senti en tout cas cette émotion-là quand Bernard a lu son texte lors de la première répétition. Et c'est clair qu'en plus, quand on parle des souvenirs du passé qui est parfois cruel, difficile à supporter, moi, je sentais ce courant vibratoire entre les différents lecteurs. Et je suis convaincue que cet art-là qu'est le théâtre et cet art du collectif fait du bien. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour faire du bien. C'est pas pour soigner, c'est pas pour avoir des prétentions de soigner. On n'est pas du tout à ce niveau-là dans un travail de mise en scène. On est là pour mettre en commun nos mondes intérieurs. Et à ce niveau-là, le monde intérieur de Bernard est assez fascinant, je dois dire. Pour une metteur en scène, et moi qui ai un œil totalement extérieur à ce qu'il est réellement et à sa vie, je peux pas tout percevoir de Bernard, mais je sens une très grande sensibilité, un désir de communiquer, et je vois les progrès, parce que je peux me permettre de le dire, Bernard, que les premières fois, l'année dernière, quand on s'est vu, il y avait une timidité, alors que maintenant, je pense que l'ouverture, elle est peut-être pas plus facile, mais elle est réelle. Oui, je pense que oui. Claudia me disait aussi qu'il fallait avoir du plaisir. Oui. Ça, c'est un côté de cette aventure-là que moi, j'avais pas saisi que je pouvais prendre plaisir à faire ça. Moi, je me pogne la tête, là, souvent. C'est carrément ça. Hein? Je veux dire, oui, ça passe par là aussi. Mais oui, il faut trouver le plaisir parce que sinon, et même dans tout art que l'on pratique, s'il n'y a pas minimalement une passion qui nous anime et un plaisir à le faire, ça devient trop souffrant. Alors, je pense pas qu'on reviendrait sur scène après avoir souffert pendant 1h30 ou pendant 2 mois de répétition. Donc oui, ça prend le plaisir. Puis quand on découvre ce plaisir-là, malgré l'émotion qui jaillit à des moments inattendus, pour une metteur en scène, pour un artiste, pour une créatrice ou un créateur, c'est extrêmement revalorisant et encore une fois, on prend conscience du rôle que le théâtre peut jouer dans la société. Madame Pintal, avez-vous, par votre expérience justement en montant ce spectacle-là et les autres qui ont eu lieu aussi auparavant, avez-vous évolué dans votre perception de la santé mentale? Parce que vous êtes impliqué, on le sent, tout ça, mais est-ce que vous avez appris des choses ou avez-vous justement évolué à ce niveau-là? Ben beaucoup. Maintenant, je dois dire que j'ai un passé aussi, pas moi personnellement, mais j'ai été très près d'êtres qui ont souffert de maladies mentales et de problèmes de dépression profonde, et ce dès mon adolescence. Alors, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Donc, moi, j'avais pas beaucoup de tabous par rapport à la santé mentale. C'est un monde que j'ai appris à côtoyer. C'est un monde, je dis pas que je le comprends parfaitement, mais c'est un monde qui me touche et
c'est des endroits que j'ai beaucoup fréquentés aussi. Donc, cette différence-là, elle ne m'apparaît pas dans l'expérience que l'on vit. Je vois bien qu'il y a une sensibilité parfois exacerbée, qu'il y a il y a une manière de parler aussi ou de diriger ou de guider en répétition, mais c'est pas très éloigné de ce que je fais dans mon métier en fait. Et je m'applique à ne pas faire de différence. J'ai l'impression que je travaille avec des comédiens professionnels et que j'ai à travailler avec eux pour qu'ils puissent se dépasser dans leur propre écriture et aussi dans le jeu en créant des personnages et en entrant en contact avec les autres également. Donc, moi, j'en avais pas beaucoup, mais je sens que la société en a encore beaucoup. Il y a des choses que l'on tait, on parle très peu ou on nomme peu des problèmes de santé mentale. On a toujours, parfois, on ressent une gêne. En fait, c'est ce que je sens parfois dans certains milieux. Et si les expériences comme ce qu'on va vivre au Théâtre du Nouveau Monde, avec l'Institut en santé mentale, les impatients, le théâtre aphasique, si cette expérience-là peut justement rendre la santé mentale beaucoup plus limpide, plus accessible et qu'on en vienne à trouver essentiel d'apporter une aide, un appui et à les intégrer dans la communauté, dans notre société, ben on aura réussi notre pari, à mon avis. Ouais. C'est un peu, moi, mon combat de me battre contre la stigmatisation. Je pense que le banquet de la mémoire participe à ça parce que on est oui, je souffre d'une maladie qui est la schizophrénie, mais je suis pas nécessairement méchant et violent pour ça. Puis mes talents, je peux les faire profiter à d'autres de cette façon-là. Je pense que c'est important de dire ça, c'est important d'aller en avant et de parler, de dire, regarde, là, j'ai une maladie qui s'appelle la schizophrénie paranoïde, mais je ne suis pas ça. Exact. C'est très juste ce que tu dis. Je ne suis pas ça. Tu ne te définis pas par ça. C'est ça. On est plus que l'étiquette, c'est ça, effectivement. Il reste peut-être 2 minutes, Mme Pintal et Bernard. Le fait de jouer avec justement des gens qui sont pas des comédiens professionnels, ça, vous disiez tantôt, que vous aviez l'impression de jouer avec des professionnels, mais est-ce qu'il y a eu des défis à surmonter particuliers ou c'est quand même ça s'est très bien passé pour la préparation? Ça se passe assez bien, je dois dire, et le résultat est impressionnant. On a toujours un comédien professionnel qui nous accompagne. Cette année, c'est Marc Bellan. Ouais. Et il fait un office de maître de jeu, de meneur de jeu. Et ça aussi, c'est un beau repère pour les comédiens apprentis avec qui on travaille. Et je dirais que c'est plus technique parfois. On le sait avec Bernard aussi, c'est ouvrir le coffre, exprimer avec une voix de théâtre, prendre sa place sur scène, écouter, bouger aussi, comment le corps bouge. Il y a comme une technique qu'on apprivoise tout le monde ensemble, mais l'expérience d'être devant un public, elle est essentielle au processus. Si on restait entre nous jusqu'à la fin, il manquerait celui qu'on appelle le Xème personnage qui arrive à la toute fin et qui est celui avec qui on va dialoguer, le spectateur. Et ça, c'est une étape qui cause beaucoup de trac, je crois, beaucoup même d'angoisse. Mais une fois que ce défi est relevé, il y a une telle fierté, une telle joie que c'est là où l'aventure prend tout son sens. Oui. Il reste, je ne sais pas si c'était de mon avis, Bernard, mais je pense que si on rencontrait pas le public, ça se peut pas. Hein? Il n'y aurait pas de finalité à notre aventure. C'est ça, l'intérêt, c'est le public, c'est les gens qui regardent, qui voient ça. Puis moi, je parlerai pas longtemps, je vais te laisser terminer, Lorraine. Merci beaucoup. Conclue. Oui, c'est presque terminé, mais merci beaucoup. Les gens qui veulent en savoir plus sur l'événement, ils cherchent le Banquet de la mémoire. C'est un événement théâtral qui est présenté à l'Institut universitaire en santé mentale à l'Auditorium. Merci beaucoup, Mme Lorraine Pintal, d'avoir été des nôtres. C'était vraiment généreux, très apprécié. C'était parfait, là. Merci beaucoup de votre présence. Ben, c'est moi qui vous remercie de nous donner la parole. On en a besoin. Et merci beaucoup à Bernard aussi, notre fidèle collaborateur depuis des années. Yvan. Merci. À la prochaine. Bonne continuité. Merci. Au revoir. Bon printemps culturel. Au revoir. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604.
C'est maintenant l'heure du bloc Espresso. Alors aujourd'hui, Pierre Laporte et Ghislain Malo, bien sûr, à notre compagnie. Pierre, le sujet, c'est le projet Calico. Le projet Calico, oui, qui va, vous allez voir, ça va recouper un peu ce dont j'avais parlé, ça fait pas tellement longtemps, sur l'homme cyborg. Oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, le projet Calico, si on regarde la définition, on va toujours sur... maintenant, on va presque automatiquement sur Wikipédia. Et ce qu'on nous dit, c'est une société de biotechnologie fondée le 18 septembre 2003 par Google, avec le but avoué de se concentrer sur le défi de la lutte contre le vieillissement et les maladies associées, avec pour projet de, tenez-vous bien, de tuer la mort. Le nom de Calico est un raccourci pour California Life Company. Oui. Comme je dis toujours, je suis pour la mort, sauf pour la mienne. C'est un peu comme une comme une division de Google, si on veut, parce que ces gens-là ont fait tellement d'argent qu'ils veulent maintenant l'investir, je te dirais, à bon escient. Depuis quelques années, Google est devenu l'un des principaux sponsors du mouvement transhumaniste, notamment par le soutien financier massif des entreprises portant sur les nanotechnologies. L'ambition du géant de l'Internet est ouvertement de réussir à appliquer son modèle de réussite dans le domaine des technologies de l'information à celui des technologies de la santé et des biotechnologies, afin d'améliorer la qualité et de prolonger la durée de vie. Dans un article écrit par M. Jacques Desvilles, qui est journaliste, il nous dit, vous connaissez sûrement deux noms devenus célèbres dans les entreprises numériques, Larry Page et Sergey Brin. Ils ont fondé Google. C'était en 1998 et dans un garage. Cette société est devenue un géant financier avec un chiffre d'affaires qui approche les 60 milliards de dollars et un bénéfice d'au moins 12 milliards de dollars. Belle réussite, effectivement. Je pense qu'on peut dire ça. On peut dire ça, hein? Peu de gens savent, cependant, que nos deux richissimes compères souffrent de problèmes physiques. La discrétion reste totale sur la sévérité de leurs problèmes. Larry Page a un problème aux cordes vocales, ce qui l'oblige à parler à voix basse. Rien n'a filtré sur l'origine de son mal. Sergey Brin souffrirait depuis 1999 d'une atteinte de la maladie de Parkinson, ayant d'ailleurs hérité du gène qui prédispose à cette maladie. Maintenant, on va voir plus en détail quels sont les projets de Google. En fait, le projet Calico. Le projet Calico. Ouais. Monsieur Arthur Levinson, qui est un éminent chercheur en génétique et en biochimie, a déjà réuni les meilleurs spécialistes. Il nous dit, si on guérit le cancer, on ajoute environ 3 ans à l'espérance de vie moyenne. On imagine que vaincre le cancer changerait le monde, mais globalement, ce ne serait pas une si grande avancée, a expliqué Larry Page, dont je parlais tantôt. Ça, c'était lors du lancement de Calico. Sa véritable ambition est bien plus énorme. C'est, comme je l'ai dit à l'ouverture, faire disparaître la mort. Mais est-ce insensé? Après tout, ce n'est pas le premier objectif fou de la firme californienne. La 3e capitalisation boursière du monde, derrière Apple et Exxon, a depuis longtemps dépassé son activité historique de moteur de recherche. Au sein de son mystérieux Google X Lab, ça fait penser au film de science-fiction. Ou une série télé. Au X-Files, oui. Alors, ce laboratoire est fermé au public. Ils se sont lancés dans des projets futuristes, c'est-à-dire voitures sans pilote, actuellement en test, accès pour tous à l'Internet, la robotique, etc. Google X Life Sciences, une division de ce laboratoire, s'intéresse plus particulièrement à la santé et au progrès médical. En janvier 2016, cette entité a dévoilé un projet de lentilles de contact équipées de micro-capteurs pour mesurer en temps réel le taux de sucre dans le sang des diabétiques, avec un budget de recherche de 6,5 milliards d'euros. Ça, c'était en 2013. Les laboratoires de Google lancent sans cesse de nouveaux projets, s'associent avec les meilleurs de chaque spécialité. Depuis juillet, Google X Life Sciences sponsorise par exemple une étude menée par les universités Stanford en Californie et Duke en Caroline du Nord. Baptisée Baseline Study, l'enquête inédite vise à dresser la carte génétique type d'un individu sain.
maintenant télécharger sa conscience sur ordinateur. Le dernier coup d'éclat du géant du web, l'annonce a été faite le 28 octobre 2016 d'un programme de recherche dont le but est d'utiliser des nanoparticules de l'ordre de milliardième de mètre pour diagnostiquer notamment des cancers. Éradiquer la mort grâce au projet technologique, c'est le credo de Raymond Kurzweil, directeur de l'ingénierie de Google et gourou de ceux que l'on appelle les transhumanistes. Ce courant de pensée américain estime que l'homme doit bénéficier du progrès pour dépasser ses limites naturelles. Selon ce spécialiste, tenez-vous bien, l'immortalité est pour 2045. Est-ce vrai? Je ne sais pas, c'est pas tellement loin d'ici. Puis on ne sait pas non plus s'il va arriver de nouvelles maladies qu'on ne connaît pas. C'est une bonne question. Mais 2045, c'est la date à laquelle on pourra télécharger notre conscience, apparemment, sur un ordinateur. Un genre de backup de notre conscience. Si tu veux, comme on fait des backups sur ordinateur. Ben, on va poursuivre. De toute façon, c'est fort intéressant. Écoute, c'est emballant, même comme projet. Projet Calico. On va poursuivre ça plus tard à l'Espresso allongé. Demeurer des nôtres à Folie Douce. À venir dans l'émission Folie Douce, nous accueillons notre collaboratrice Isabelle Provencher qui nous aide à mieux comprendre la dyslexie. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur le projet Calico. Vous entendrez aussi en chanson Ouest de Chloé Brault et Jardin sauvage de Jérôme Minière. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie Douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie Douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis maintenant 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec plaisir que j'accueille notre collaboratrice Isabelle Provencher. Bonjour Isabelle. Allô, Yvan. Allô, bienvenue encore une fois à notre studio. Tu es une collaboratrice de longue date à Folie Douce. Toujours intéressée par les sujets de santé mentale et sujets même de santé et de bien-être, je pourrais dire, parce que c'est vaste, la santé mentale. Cette fois-ci, tu viens nous visiter pour un peu nous parler de toi, mais en même temps informer les auditeurs sur une problématique, la dyslexie. On entend souvent parler de ça. Beaucoup d'enfants sont touchés. On entend souvent les enfants. C'est rare qu'on entend, mettons, que les adultes ont un diagnostic de dyslexie, sauf que tu vas nous en parler un peu. Dans ton cas, ça a été plus tardif comme diagnostic. Donc, peux-tu nous parler d'abord peut-être de ton expérience, puis on va donner plein d'informations pour démystifier la cause. Oui, avec grand plaisir. Je vais vous parler de dyslexie et de dysorthographie. OK. Qui n'est pas la même chose? C'est souvent complémentaire. OK. Ben c'est ça, la dyslexie, ce qu'on en sait, c'est souvent, ce qu'on a comme perception, c'est un peu un mélange. Là, on va mélanger soit les mots, on va écrire à l'envers, ces choses-là. Ça va plus loin que ça, la dyslexie, c'est pas... Exactement, mais ce que les gens connaissent en général, ils se disent « Ah, elle mélange les mots, c'est pas le bon sens » ou « elle inverse les lettres ou les chiffres ». Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, moi, j'ai eu mon diagnostic, ça fait vraiment pas longtemps, à 43 ans. Les gens doivent se dire c'est vieux. Effectivement, normalement, on décèle plus jeune
Par contre, ce qui arrive, c'est que dans les années 70-80, c'était très difficile à déceler parce que les gens ne connaissaient pas bien ça. Et dépendamment du niveau de dyslexie de la personne, ça paraissait ou pas. Ouais. Et moi, ça paraissait pas beaucoup. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai passé tout mon parcours scolaire sans qu'on s'en rende trop compte. Et tu n'as pas eu de trop de difficultés à l'école? Parce que c'est souvent ça qui est peut-être la bougie d'allumage pour dire on va avoir des examens, on va évaluer l'enfant. Mais dans ton cas, ça... Ben, malheureusement, en fait, oui, j'en ai eu. J'ai été suivie. Par contre, on me donnait toujours les mauvaises étiquettes. Ah, elle est paresseuse. Ah, elle est dans la lune. Ah, là, son œil est paresseux. Elle lit pas vite. Okay. Des choses comme ça. Donc, je vous dirais que ça a été la même chose pour mon frère. Lui, en fait, il n'est pas allé chercher de diagnostic, mais il y a eu le diagnostic au même moment où ses enfants l'ont eu, dans le fond. Parce que faut savoir qu'il y a de l'hérédité là-dedans. Moi, pourquoi je suis allée chercher, c'est qu'en fait, je voulais des outils parce que maintenant, dans notre travail, on peut avoir des outils. Si tu as des examens à faire pour un emploi, ils doivent te donner des outils. Je vais en parler un peu plus tard. Adapté à la condition de chaque personne. Exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es dyslexique, tu l'es à vie. Okay. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui fait que dans ton cerveau, on n'utilise pas les mêmes zones que les autres personnes. OK. On va utiliser plus le côté créatif, mais il y a des zones qui sont carrément pas utilisées. C'est pas considéré comme une maladie, la dyslexie. C'est plus une façon d'être, quoi. Comment on peut définir ce que c'est la dyslexie? En fait, il y a une époque, j'ai remarqué ça dans les recherches que j'ai faites, il y a une époque où c'était considéré comme une maladie mentale. Okay. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas ça. Les gens sont capables d'identifier les raisons pourquoi. C'est aussi pour ça que c'est si complexe à diagnostiquer. Ouais. Et aussi parce que chaque personne qui est dyslexique peut avoir des différences. Chaque personne a ses propres caractéristiques. Il n'y a pas un seul cas ou un seul type de dyslexique? Non, il y a des caractéristiques qui peuvent être semblables, ce qui fait que maintenant, les gens qui sont enseignants sont plus aptes à le déceler. Mm-hmm. Mais ce qui arrive, c'est qu'on va aller développer d'autres forces pour contrer nos faiblesses. Fait que moi, j'avais des difficultés en français puis en mathématiques, mais j'ai développé une mémoire photographique. J'ai été suivie, mais comme je vous dis, ils mettaient des étiquettes qui ne m'appartenaient pas, donc c'était assez difficile. J'ai eu des jugements pas faciles. Ouais. Je vous dirais que ça a été vraiment difficile, des jugements comme « t'as pas de logique », des profs qui sont pas très pédagogiques. Juste de dire, tu sais, quelqu'un est paresseux, tout ça, c'est réducteur, parce que quand tu as la dyslexie, ben, tu dis, ben, OK, là, je comprends pourquoi, puis les gens vont comme plus savoir. Mais tu sais, c'est des mots quand même qui sont durs, là. C'était dur, puis je vous avoue que quand je suis rentrée dans le bureau de l'orthophoniste, elle me dit, il faut pas faire un diagnostic trop rapide, on va faire les examens. C'est 3 heures d'examen que j'ai fait. Et c'était pas complet parce que là, on l'a ciblé parce que je suis arrivée en disant « Je suis dyslexique, je crois, je suis convaincue. » Et là, elle m'a fait les examens. Puis au fur et à mesure, autant qu'au départ, elle me disait « Tu sais, c'est peut-être pas ça du tout. » Au fur et à mesure qu'on avançait, j'étais de plus en plus fatiguée. Puis quand on est arrivé à la lecture, c'est là que vraiment ça l'a paru le plus parce que mon niveau de lecture... c'est comme un enfant du primaire. Là. OK. À cause justement de tous ces efforts-là avant que tu avais fait de façon soutenue, là, parce que c'est 3 heures, donc tu arrives à la fin avec une lecture. Donc exactement. Mais il y a aussi que j'ai développé mon verbal est beaucoup plus développé que l'écrit ou le... Oui, la lecture. Oui. Comment ça a été ta réaction quand est-ce que tu as trouvé ça comme la fin du monde ou tu as dit enfin je comprends pourquoi tu as plein de choses? J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais contente parce que si elle m'avait dit puis j'y avais dit dès le départ, si vous me dites que j'ai rien là, ça voudra dire que je suis pas intelligente et ça sera terrible pour moi. Parce que ça faisait partie des étiquettes qu'on m'avait mis qui étaient très blessantes. C'est ça. En plus,
les auditeurs ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vue, mais je suis une belle femme. J'ai toujours eu l'étiquette de belle fille. Mais là, j'étais une belle fille, mais pas intelligente. C'est très dur à porter. Effectivement, puis c'est réducteur, là, effectivement. Tout à fait réducteur. Donc, ça a été un peu comme... ça a été comme libérateur, jusqu'à un certain point, peut-être, le diagnostic, en disant, je comprends maintenant... Oui, puis après, ça m'a permis de chercher davantage, puis de mettre vraiment les mots et les raisons pourquoi je suis comme ça, parce que je vous dis, là, ça influence ta vie au complet, ça influence ta façon de voir le monde, ça influence tes rapports avec les autres, ça influence ta compréhension des mots, des gens, du monde. Pour mieux définir tout ça, je vais vous donner une définition de la dyslexie. Oui. Que j'ai trouvée dans mes recherches. Donc, selon les chercheurs belges, la dyslexie serait un trouble d'apprentissage qui touche le langage, la lecture, l'écriture et pour certains d'autres sphères telles que la coordination. Comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de définir l'impact sur la vie des gens puisque les impacts sont aussi nombreux et variés que le nombre de personnes qui ont ce trouble-là. Mm-hmm. C'est une pathologie qui serait engendrée par une mauvaise connexion dans le cerveau et ça serait génétique. L'Organisation mondiale de la santé estime que 8 à 10 % des enfants souffrent de dyslexie. Ça, c'est ceux qu'on a décelés, parce qu'à mon époque, ils n'étaient pas bien décelés. Oui. Donc, il pourrait avoir là-dedans des adultes qui n'ont jamais eu de diagnostic. Et qui n'ont jamais compris pourquoi ils faisaient tel truc. Exactement. Ouais. Et là, petite blague de dyslexie, je ne sais pas si vous allez comprendre rapidement, mais donc, il y aurait 12 personnes sur 8 qui seraient dyslexiques. Ouais. C'est bon. Pour vous donner un peu plus d'informations au niveau des symptômes et des effets. Ouais. Donc, il y a difficulté à lire, à écrire, à orthographier. Ça, c'est quelque chose que moi, je vivais. À la lecture, je me plaignais de vertige, j'avais mal au cœur parce que souvent, on voit comme les lettres bougent. Même si elles ne bougent pas, là, on a l'impression que les lettres bougent. Donc, désorienté par les chiffres, les lettres, les mots, les séquences, les explications orales. Lorsqu'on on lit, on a souvent besoin de notre doigt ou d'une règle, ce qui fait que c'est très difficile de suivre une partition de musique. Ouais. Autre chose qui peut être remarquée, c'est qu'on connaît la réponse pour un problème en mathématiques, ouais. Mais on n'est pas capable d'expliquer le chemin vers ce... Donc, souvent, je la connaissais, la réponse, mais je n'étais pas capable d'expliquer comment j'ai fait pour me rendre là. Et l'explication fait partie d'habitude de la résolution de problèmes, effectivement. Exactement, fait que j'avais comme des 50%. Ouais. Par contre, on ne sait pas pourquoi. En général, les gens étaient très forts en géométrie. Moi, j'avais des 50. En algèbre, j'avais des 95. OK. C'est X, Y. Oui, ça rentrait bien. Ça allait super bien. Ouais. J'ai toujours dit que j'étais tricotée à l'envers. Donc, difficulté à compter les objets ou l'argent. Utilise encore ses doigts pour compter, même à 40 ans. Difficulté à lire l'heure. Ça, c'est un cauchemar. Bienvenue les... Avec les aiguilles, tu parles? Ou ouais. Avec... ah oui, pas l'heure numérique, mais l'heure avec aiguille. Là. C'est ça. Fait que dans le temps qu'il n'y avait pas les montres avec l'heure numérique, ouais. Là, c'était vraiment compliqué. Certaines personnes sont bonnes en arithmétique, mais ont des difficultés avec les problèmes, ce que je disais tantôt. Il y en a que c'est l'inverse. Excellente mémoire à long terme pour des expériences personnelles, des lieux et des visages. Par contre, faible mémoire pour les séquences, les faits, les informations qui n'ont pas été expérimentées personnellement. Okay. Ce qui fait que ça n'a vraiment pas bien été en littérature pour moi au cégep. Parce que je mélangeais les noms d'auteurs, les siècles, les... Fait qu'à la fois, tu peux être très, très bonne dans certaines matières, puis très moyenne ou mauvaise jusqu'à un certain point dans d'autres matières. Exactement. C'est tranché comme ça. C'est vraiment spécial comme... Parce qu'on n'est pas capable d'expliquer. Ouais. D'ailleurs, même, j'ai une petite anecdote rapide. Il y a un professeur qui voyait, il voyait que je faisais plein de... je travaillais super fort, mais pas de résultats. Elle m'avait rencontré dans son bureau, puis elle savait tellement pas quoi me dire qu'elle m'a donné un suçon pour me consoler. Un petit peu pathétique. Aussi, ce que je dirais dans les effets un peu plus personnels sur la personne, qui, selon moi, sont quand même très positifs, c'est des gens très créatifs, observateurs, une intelligence émotionnelle souvent développée,
ou même une intelligence de surdoué à moyen surdoué selon les personnes. Sens élevé de la justice. Très sensible, tous les sens en éveil tout le temps, donc réagit aux sons, aux odeurs, aux allergies. L'eczéma, l'asthme font souvent partie de la vie de ces gens-là. Perfectionniste, un peu maniaque du détail. Doué pour les arts, le théâtre, la musique, l'art du conte. Se croit bête. Ça aussi, c'est difficile à vivre parce que tu penses que tu n'es pas intelligent parce que tu comprends pas pourquoi tu n'es pas capable de suivre les autres. Alors que c'est juste ton intelligence n'est pas la même, puis que le monde dans lequel on est, il ne va pas promouvoir ce type d'intelligence-là. Ouais. Il nous reste à peu près 1 minute, Isabelle, ça passe à un rythme tellement rapide. Bien sûr, on parle des dyslexiques. Les gens, je pense, peuvent lire ton texte. Tu as écrit un texte sur le sujet, là, donc après ton diagnostic, puis récemment, tu as écrit un texte après avoir réfléchi à la question. Les gens peuvent le trouver, je pense, sur ton blog qui est sur WordPress, qui est Isabelle... L'Éternel optimiste. Donc, si on cherche ça, Isa, l'Éternel optimiste, WordPress, on va trouver ton blog, puis ton texte lui-même, je crois il s'appelle comment sur la dyslexie? En fait, le titre est un peu spécial. Tu es dyslexique, tu devrais pas écrire, puisque quand je te lis, ça me fait saigner des yeux. Ouais, c'est la phrase punch. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. C'est vraiment intéressant quand même d'avoir démystifié cette question-là, mais les gens peuvent lire le texte, peuvent aussi sinon te trouver aussi sur le web, le Restons positifs, c'est bon pour la santé, ça aussi. Oui, ma page Facebook. Page Facebook. Oui. Merci beaucoup Isabelle Provencher d'avoir été des nôtres et à une prochaine. Merci d'avoir reçu. Bienvenue. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Nous sommes de retour au micro avec l'Espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, le projet Calico. Pierre, bien intéressant. Hein, oui, ça pose des questions éthiques aussi. Oui, mais j'aime ça, l'implication de Google, en l'occurrence. Là, on ne peut pas être contre le progrès. Non, c'est ça. Ça peut certainement aider des gens. Comme disait ma grand-mère. Oui, elle avait bien raison. Alors, je vais poursuivre ma lecture. C'était selon un article Internet sur le site français Le Parisien. L'article s'intitule « Innovation et Google créera le surhomme ». Je n'aurai pas le temps de tout lire, mais je vais poursuivre ma lecture. Il y a juste une question, parce que si personne meurt et il y a d'autres naissances, il va y avoir du monde. On va être... ben trop sur la planète Terre. On va coloniser d'autres planètes. Il y a le monde sous-marin, il y a toutes sortes de choses. Il y a la planète Mars, il y a toutes sortes de choses. Alors, on nous dit dans l'article, l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né. Si ce rêve ou ce cauchemar relève de la science-fiction, Google n'en a cure. En tant que chef de file d'une communauté de scientifiques, de chercheurs et d'entrepreneurs engagés dans une course à l'augmentation de l'espérance de vie. Entre 1750 et aujourd'hui, celle des femmes est déjà passée de 25 à plus de 85 ans. Si la tendance se prolonge, elle atteindra 110 ans en 2100, prévoit Jean-Marie Robin de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Un scénario qui ne prend même pas en compte les progrès récents. Et d'après le docteur belge Laurent Alexandre, il nous dit l'évolution des nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Celles-ci vont bouleverser la médecine. L'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né. Ces innovations soulèvent des questions liées aux possibilités de tri génétique ou même existentielles. On en arrive aux questions d'éthique. Oui, parce que c'est quand même important. Oui. Un philosophe du nom de André Comte-Sponville a déjà dit « La valeur d'une vie ne tient pas à sa durée, mais à la quantité d'amour, de vérité que l'on est capable de donner. » Cependant, l'arsenal contre le sommeil éternel s'étoffe, du séquençage de l'ADN aux cellules souches, en passant par les nanomédicaments, les organes artificiels et la télomérase, c'est-à-dire une protéine controversée capable de stopper le vieillissement. Voici 5 nouvelles activités très porteuses de la recherche et les traitements médicaux qu'elles rendent possibles, ceux qui pourraient nous faire vivre
aussi vieux que Mathusalem. Oui, puis il y a aussi, c'est des gens qui se font cryogéniser, se font congeler dans des cuves. Oui, mais ça, je te dirais que c'est autre chose. Parce que ces gens-là sont congelés. Oui, décédés déjà, là, en espérant c'est le corps qui reste. Oui, c'est ça. C'est pas exactement la même chose. Mais, voici quelques traitements médicaux dont on pourrait avoir droit bientôt. C'est-à-dire, premièrement, une carte génétique de l'individu sain. Depuis juillet dernier, Google sponsorise Baseline Study, une enquête qui vise à collecter l'ADN de milliers de volontaires pour dresser la carte génétique type d'un individu en bonne santé. Seront listés les 22 000 gènes et les milliards de combinaisons déterminant les spécificités de chacun, certaines maladies ou la propension à en développer. Monsieur Laurent Alexandre nous dit le premier séquençage a duré 13 ans. C'était de 1990 à 2003. Et cela avait coûté 2,4 milliards d'euros. Mais en fin de l'année 2013, cela prenait d'1 à 12 jours et coûtait entre 800 et 1600 euros. En 2015, on a séquencé un génome complet en 2 heures et demie. Une prise de sang chez une femme enceinte permettra bientôt de détecter certaines maladies génétiques du futur bébé. Une médecine prédictive qui fait craindre la pratique de l'eugénisme. Oui, si tu vas garder un enfant qui a soit atteint de trisomie ou d'une maladie génétique. Oui, mais ce qu'on appelle l'eugénisme, c'est la recherche de l'enfant parfait. Et lorsque l'on voit la Chine qui a décidé de décoder l'ADN de 2500 génies, c'est-à-dire au quotient intellectuel de 160 ou plus. Le docteur Alexandre, lui, préfère insister sur l'amélioration des traitements et annonce la fin du cancer pour 2030. Et il nous dit, le séquençage couplé au traitement des données informatiques permettra de mieux comprendre les caractéristiques particulières d'une tumeur et donc de mieux la soigner. C'est le début de la médecine sur mesure. Et la prochaine étape sera la thérapie génique qui vise à remplacer des gènes défectueux par d'autres sains. Autre percée médicale, des cellules souches pour régénérer les tissus. Aussi, d'autres choses à venir, des implants d'organes artificiels. C'est-à-dire que le premier homme bionique fonctionnel qui a déjà été développé par une équipe britannique. Okay. Est-ce que je veux dire des bras, des jambes ou un poumon artificiel ou pas? Jusqu'ici, on a développé des bras et des jambes. Les poumons, c'est pas encore fait, mais j'ai l'impression que ça va venir avant longtemps. Alors, les gens peuvent continuer la lecture sur Internet. Merci beaucoup. Le projet Calico, on cherche ça. Puis merci beaucoup, Pierre Laporte. Merci, Schlemalo, à ce beau sujet. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez sur le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques mots en terminant ce rendez-vous de Folie douce en compagnie de Ghislain Malo ici présent pour la nomenclature des chansons, votre choix musical à toi et à Pierre. Oui, je dois souligner les indicatifs faits par Pierre. Oui, toujours. C'est bien pour sûr le meilleur et pour le notre maestro. C'est ça. Alors, on écoutait la première chanson, Bad Luck. De Vincent Vallière. On a pu entendre Monterey. De Nicolas Perrac. Dans la deuxième demi, la chanson Ouest. De Chloé Brault. Et à l'instant, Jardin sauvage. De Jérôme Mignard. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci également de nous avoir parlé du projet Calico, un projet emballant, mais qui nous fait poser encore des questions intéressantes à suivre pour les prochaines années. Je remercie nos invités en début d'émission, Lorraine Pintal et Bernard Saunier, qui nous ont parlé de l'événement théâtral Le Banquet de la mémoire. On a eu la chance de recevoir également Isabelle Provencher, notre collaboratrice, qui nous a mieux fait connaître la dyslexie. Des fois, c'est mal connu et ça nous a effectivement aidé à mieux connaître ça. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
Bop, bop,